Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être cette fois-ci le point lecture de tous les titres lus pendant le mois de juillet et j'ai plutôt beaucoup lu. Je dois avoir 10 romans à vous présenter, donc on va démarrer tout de suite. Comme d'hab, de ce qui m'a le moins plu à ce qui m'a le plus plu sur le mois et la déception du mois. C'est Le Restaurant de l'amour retrouvé de Ito Ogawa, publié chez Piquier. Alors Ito Ogawa, grande dame, il y a énormément de gens qui adorent cette autrice. Mais là, moi, ça l'a pas fait, mais alors pas fait du tout. J'ai absolument pas aimé ce roman. Et pour une première découverte de l'autrice, c'est pas très engageant, on va pas se mentir. Donc ici, on va suivre une jeune femme au début de l'histoire. On est Tokyo, je suis même pas certaine. Donc une jeune femme au début de l'histoire, elle se fait plaquer du jour au lendemain par son compagnon. Il quitte l'appartement, il a vidé l'appartement, bref, il a tout embarqué et puis elle se retrouve toute seule. Et elle décide de retourner chez sa mère. Cette jeune femme, c'est une cuisinière, elle adore la cuisine et elle va décider voilà, d'ouvrir un restaurant un petit peu particulier. Voilà, je vais vous dire ça comme ça. Alors, énorme déception. Déjà, alors, Le Restaurant de l'amour retrouvé. Je me doutais bien qu'on allait parler de cuisine quand même, je suis pas neuneu, mais 90% du roman tourne autour de la cuisine japonaise. Si au début j'ai trouvé ça sympa, j'avoue que... Alors le roman est pas très long pourtant, hein, on est sur 250 pages à peu près. Ça a fini par me lasser en fait, toutes ces descriptions de repas, de nourriture, de manière de cuisiner, et en plus cuisine typiquement japonaise, cuisine même un peu parfois extrêmement classique, et moi j'y connais pas grand chose en fait, ne serait-ce que dans les termes qu'elle utilisait. Donc j'avoue que ça a fini par me lasser complètement. En plus, il y a un sujet qui arrive dans cette histoire, mais genre dans le dernier tiers, et je me dis pourquoi avoir passé autant de temps à nous raconter des descriptions de plats et de cuisine, de choses que tu fais, pour finalement traiter ce sujet que je trouvais quand même intéressant, mais le traiter vraiment tout à la fin, c'était... bon, je trouve déjà pas ça hyper passionnant, mais alors... Il y a un truc qui m'a dégoûtée. Il y a une scène, si vous avez lu ce roman, vous allez tout de suite comprendre de quoi je parle. Et je ne vais pas vous dire de quoi il s'agit parce que pour le coup, ça sera un gros spoil, c'est dommage. Il y a une scène à un moment qui m'a complètement retournée, dérangée, gênée. Je ne l'ai pas lu d'ailleurs, hein. Quand j'ai vu que ça arrivait, j'ai passé, il y a même plusieurs pages, c'est extrêmement détaillé, extrêmement explicatif. Même une fois que cette scène est passée, on revient dessus. Enfin, il y a plusieurs personnages qui en reparlent et moi je peux pas, ça m'a complètement, alors déjà que jusque là c'était une lecture pas terrible, là ça m'a vraiment complètement fait décrocher. J'ai lu ces quelques scènes je les ai passées, alors que ça existe, que ça a été fait, ok, je peux l'entendre, mais pourquoi détailler autant, pourquoi passer autant de temps à nous en parler, enfin bref, c'était peut-être quelque chose qui était censé nous toucher. Moi ça m'a surtout complètement écœurée et dégoûtée. Donc de ce que je tire de ce roman, parce que tout n'est pas à jeter quand même, je trouve que la plume est plutôt belle, je trouve qu'il y a de beaux passages, mais je me suis ennuyée, je n'avais aucun attachement à cette jeune femme, ni aux autres personnages. Le sujet qui arrive très tardivement, je ne l'ai pas trouvé particulièrement bien fait non plus. Bref, j'ai eu une lecture super distante tout le long. Et cette dernière scène a fini clairement par... Enfin, cette dernière scène, non, c'est pas la dernière scène du roman, mais cette scène en particulier a vraiment fini par complètement me déconnecter de l'histoire. Donc, c'est une grosse déception. Je sais pas si j'ai encore du Ito Ogawa dans ma palle. Je suis pas certaine. Je la relirai, je la retenterai peut-être une ou deux fois. Mais si le prochain, je passe un aussi, je m'ennuie autant, ça sera simplement pas une autrice pour moi. Et c'est bien dommage. Un autre roman qui a été... une petite déception, et je crois que je vais avoir une unpopular opinion, c'est Mémoires de la forêt tome 2 de Michael Brun-Arnaud, publié à l'École des loisirs avec des sublimes illustrations de Sanoé. Ici, on est donc quasiment dans la suite du tome 1, même si le tome 1 il est autoconclusif, mais dans le tome 2, on va retrouver certains personnages qu'on voit dans le tome 1. Et on fait notamment la rencontre d'Archibald, on retrouve, pardon, Archibald Renard qui tient une librairie dans le joli petit village de Belle-Écorce, mais malheureusement il va y avoir un petit drame et il risque de perdre sa librairie. Voilà, je reste volontairement assez vague. J'avais adoré le tome 1. Le tome 1 avait été un coup de cœur, j'avais trouvé avec une double lecture de belle qualité. Là,
80% du roman, c'est jeunesse, c'est même très jeunesse, je trouve. C'est bien écrit, ça, il n'y a pas de souci par rapport à ça. On ne prend pas les enfants pour des idiots sur certains sujets, voilà. Mais ça reste un titre jeunesse, donc on va suivre Archibald Renard dans une espèce de quête. Il va aller d'un endroit à un autre, un peu une histoire un peu d'aventure si vous voulez, donc comme on peut l'imaginer avec une situation de départ, quelque chose qui modifie la situation de départ et puis des péripéties qui vont s'enchaîner. Quasiment jusqu'à 80%, il n'y avait pas, en tout cas à mon sens, de niveau de deuxième lecture qui pouvait davantage me plaire à moi en tant qu'adulte. Alors la lecture n'était pas horrible, hein, voilà, c'était sympa, je lisais les aventures d'Archibald et je le suivais et voilà, même si il n'y a pas de surprise, c'est-à-dire qu'on se doute quand même qu'à un moment ça va bien finir, ça reste un roman jeunesse, voilà, c'est pas un drame, hein, c'est pas une tragédie, donc on se doute que ça va bien se finir. Et effectivement, dans les 20 derniers pourcents, il y a à nouveau ce second niveau de lecture qui arrive, mais qui arrive trop tard en fait. Ça arrive beaucoup trop tard. J'ai eu l'impression de... je fais l'aventure d'Archibald, j'écris son histoire, on avance. Ah, au fait, oui, c'est vrai, il faut que je pense quand même qu'il y a des lecteurs adultes, donc je vais mettre quelque chose. Ça fait un peu l'impression que ça m'a donné un peu, que ça arrive un peu comme un cheveu sur la soupe. Et du coup, je l'ai vu arriver en fait. Et ça, c'est quand même que c'est pas très bien fait. Donc, je trouve qu'il n'y a pas la magie du premier tome dans ce tome 2. Oui, il y a une jolie fin, il y a une belle morale. Voilà, mais pour moi, avec mon regard d'adulte, c'est resté extrêmement linéaire. Peu d'émotions, voire pas une grande passion pour l'histoire racontée. Voilà, donc une petite déception, surtout, j'avais quand même vraiment adoré le tome 1. J'ai acheté le tome 3 au moment où j'ai démarré ma lecture de ce tome 2. Je suis presque limite à le regretter de l'avoir acheté. Donc je lirai le tome 3 puisque je l'ai du coup, mais si le tome 3 est comme le tome 2, je m'arrêterai là. Et je pense que si je n'avais pas acheté le tome 3, tout au début de ce roman, je me serais arrêtée là. Donc maintenant que je l'ai, je vais le tenter. Mais si c'est du même acabit que ce tome 2, je passerai mon tour. Voilà, l'objet livre est toujours aussi beau, hein, ça franchement pour le travail. Par contre, je trouve qu'il y a peut-être moins d'illustrations que dans le tome 1 aussi. Mais le livre c'est un très très bel objet, c'est sympa. Je pense que si vous avez des plus jeunes, ça peut leur plaire. Mais moi, en tant qu'adulte, qui ai quand même besoin d'un second niveau de lecture, surtout par rapport au coup de cœur que j'avais eu pour le tome 1, on est quand même sur une petite déception. Et clairement, voilà, comme j'ai dit, je lirai le tome 3 parce que je l'ai, mais je ne vais pas acheter le tome 4 tout de suite, clairement pas. Et si le tome 3 est comme le tome 2, je n'achèterai pas le tome 4. Ensuite, j'ai lu tout autre chose, Père Express de Joe Witek, c'est publié chez Actes Sud Junior, je ne sais même pas si cette collection existe encore. Ici, on va être dans un TGV qui part vers Bordeaux. En tout cas, un TGV qui fait Paris quelque chose. Je ne sais plus vers quelle ville il va, mais en tout cas, c'est un TGV. Et donc ce roman est divisé en 3 parties. Donc on est dans un TGV qui part de Paris vers une autre grande ville, je ne sais plus laquelle c'est, mais bref, une autre grande ville de France. Et il va se passer quelque chose et ce train va se retrouver à l'arrêt, isolé sur un pont. Voilà, ça c'est le point de départ. Dans ce roman, il y a 3 parties distinctes. Une première partie qui est extrêmement intrigante, dans lequel il y a beaucoup de personnages et on a d'ailleurs un chapitre par personnage qui raconte. Donc c'est vrai que, voilà, je donnerai mon avis après. Ça c'est la première partie. Dans la deuxième partie, on a quelque chose de beaucoup plus sombre, avec des éléments parfois très durs, de la violence, des choses parfois un peu sanglantes. Donc on a vraiment une deuxième partie qui plonge vraiment beaucoup dans le noir, en plus avec des sujets assez difficiles parfois. Et une troisième partie qui prend une orientation complètement inattendue et qui m'a pas mal surprise. Donc voilà, sachez qu'il y a cette construction comme ça, un peu découpée en 3. Alors, globalement, ça a été une bonne lecture, j'ai passé un bon moment, mais je suis plutôt restée sur ma faim, parce que là, pour le coup, je ne suis pas la cible. Alors, au démarrage, je savais qu'on était sur un titre plutôt young adulte, on va dire, pas jeunesse, plutôt young adulte, parce qu'il y a quand même des trucs un peu difficiles, donc là plutôt young adulte, mais je ne suis pas la cible, donc j'ai passé un moment sympa, mais je ne suis pas la cible, donc c'est pas un titre incroyable. Tout de suite j'ai vu que le style était assez simple, tout à fait adapté au public,
Ça m'a pas gênée, mais voilà, j'ai compris tout de suite qu'on allait être dans un titre plutôt young adulte que adulte, effectivement. Les éléments, notamment dans la première et deuxième partie, les choses vont parfois un peu vite. Il y a des choses qui m'ont apparu peu crédibles, peu réalistes, des choses un peu surprenantes, notamment dans les réactions de certains personnages les uns avec les autres. Donc il y a beaucoup de personnages, en tout cas au début, je me suis dit, oula, est-ce qu'on va avoir tous ces personnages, on va les retrouver? Oui, on retrouve tous les personnages au fur et à mesure, mais le côté, j'ai l'impression d'être perdue au début, vous ne l'avez plus du tout assez vite, ça se fait vraiment très très bien. Il y a beaucoup de sujets super importants qui sont évoqués dans ce titre, donc clairement, si vous avez des jeunes autour de vous qui aiment les titres comme ça, un peu creepy, vous pouvez franchement leur offrir ce titre parce qu'il y a des sujets très intéressants qui sont évoqués à l'intérieur. Je pense que c'est parfait justement pour un public collège, vous voyez, jeune adulte vraiment, mais collège peut-être fin de collège, début de lycée, peut-être après avoir en fonction du niveau de lecture de l'ado à qui vous voulez l'offrir. Mais je trouve que justement, ça c'est un des reproches que je fais parfois. Il y a beaucoup de sujets importants qui sont évoqués et parfois certains sont un peu évacués un peu vite. C'est un peu à nouveau facile sur certains sujets. Il y a des sujets qui mériteraient peut-être de s'attarder davantage, mais là comme il y en a beaucoup, plusieurs en tout cas, ça va un peu vite, mais ça balaye. Ça a aussi l'avantage de balayer pas mal de choses qui peuvent tout à fait concerner des ados. Alors je peux pas vous dire, ça serait un peu spoilant, donc c'est un petit peu dommage. Et la fin, je l'ai trouvée étonnante. Enfin, cette fameuse troisième partie, là où l'auteur nous emmène, je ne m'attendais pas à ça du tout. J'ai trouvé ça assez original, finalement, sur la fin. Donc, globalement, j'aurais tendance à vous dire que c'est un titre qui m'a fait passer un bon moment. C'est un titre très sympa. Je ne suis pas la cible à nouveau, mais si vous avez dans votre entourage des jeunes ados qui aiment les choses un petit peu gore, parce que, attention, il y a quelques scènes qui sont un petit peu difficiles, il y a des sujets un peu compliqués, il y a des choses qui parfois peuvent mettre un peu mal à l'aise, donc il faut quand même savoir à quel type d'adolescent vous voulez l'offrir. Mais franchement, il est vraiment plutôt pas mal. On est sur un thriller fantastique, voilà, on est dans cette catégorie-là. C'est vraiment plutôt pas mal. J'ai passé un chouette moment de lecture. Je vous le recommande si vous avez l'occasion de le découvrir ou si vous souhaitez le faire découvrir à des ados de votre entourage. C'était plutôt sympa. Voilà. C'est pas inoubliable, mais c'était cool. Ensuite, deuxième titre, pas du tout deuxième titre, mais fin de duologie, puisque j'ai lu le tome 2 de Mystic Flown de Dana B. Chalice, publié chez Gulfstream. Ici, dans le tome 1, on fait la rencontre d'un jeune garçon qui s'appelle Sage. On est dans un univers assez riche, assez complexe, dans lequel certains individus sont des maîtres de cartes, en fait, et ont des jeux de tarot en leur possession. Un peu, vous voyez, genre en mode Yu-Gi-Oh! Vous voyez, on va faire un peu ça, c'est-à-dire que les cartes de tarot, vous pouvez faire des combats et donc perdre et gagner les cartes de votre adversaire. Et il y a notamment une carte qui est extrêmement recherchée, c'est la carte de la mort. Et Sage, au début du tome 1, il va intégrer une académie où il va pouvoir se cacher parce qu'il fait partie d'un des maîtres de cartes qui possède cette fameuse carte ultra recherchée. Donc il va intégrer cette école un peu, cette académie un peu pour se cacher, pour se protéger grâce à la directrice qui sait qu'il est un maître de cartes. Elle ne sait pas qu'il a la carte de la mort puisqu'il faut garder cette information ultra secrète. Mais donc lui, il va être dans cette école et puis il va forcément se lier d'amitié et il va découvrir qu'il y a quelque chose d'un petit peu spécial dans cette école. Voilà, je dirais rien de plus de ça. Alors, c'est une duologie plutôt sympa. Vraiment, à nouveau, si vous avez des jeunes ados dans votre entourage qui lisent de l'imaginaire, vous pouvez tout à fait leur offrir Mystic Flown. C'est vraiment... c'est une duologie riche avec des beaux personnages, il y a des belles valeurs, il y a un univers avec beaucoup de potentiel, je trouve. Je trouve que l'autrice, elle ne prend pas ses lecteurs pour des imbéciles. Oui, il y a quelques facilités, quelques hasards heureux, des événements qui, quand ils se passent, je lève un peu les yeux au ciel en me disant, bon, allez, ok, ça passe. Mais je vois certaines choses. Il y a également un petit peu de lenteur, je trouve, dans ce tome 2. Alors, peut-être un peu plus dans le tome 1. Ici, il y a quand même pas mal d'actions, pas mal d'événements qui s'enchaînent. Il y a des retournements intéressants. Il y a du complot politique davantage dans ce tome 2 que dans le tome 1. Enfin, voilà, dans un roman qui fait quand même
300 pages, quelque chose comme ça, ouais, 360 pages. Il y a quand même beaucoup de choses, c'est assez riche, il y a beaucoup de personnages, il y a des personnages gris, bon, il y a des méchants et des gentils, forcément, on va pas se mentir. Mais voilà, je n'ai pas d'avis complémentaire à ça, c'est-à-dire que c'est une duologie sympa. Voilà, c'est sympa, c'est bien écrit, c'est riche. Je pense que peut-être que si je l'avais lu genre quand j'avais 16 ans, j'aurais adoré. Voilà, à nouveau, je suis pas la cible. C'était sympa, j'ai passé un bon moment. C'était pas une lecture déplaisante du tout. La fin est assez inattendue. Moi, c'est le genre de fin que je n'apprécie pas particulièrement en plus. Mon regret également, c'est que certes l'univers est riche, mais je me suis pas particulièrement attachée aux personnages non plus. J'ai pas eu peur pour eux, j'ai pas été forcément très impliquée dans ma lecture. Voilà. Et puis je l'avais acheté parce que la personne qu'on avait rencontrée à Mons nous avait dit que l'autrice s'est inspirée en partie. Vraiment, parce qu'on est très loin de l'anime Escaflowne. Oui, effectivement, je vois le côté Escaflowne, notamment avec les ARM, les fameuses armures que nos personnages vont découvrir. Voilà, c'était sympa, mais j'avoue que je finis cette duologie en ayant encore quand même quelques questions en attente, mais c'est riche, c'est intéressant. C'est une bonne duologie young adulte de science-fiction. Donc voilà, si vous avez l'occasion de la découvrir, je peux vous la conseiller. Si vous avez des jeunes lecteurs dans votre entourage, vous pouvez y aller, c'est plutôt cool à lire. Voilà. Ensuite, j'ai lu un service presse. Ouais, et on va passer plutôt dans les bonnes et les très bonnes lectures. J'ai lu le tome 1 de L'œil du dieu serpent sur des mers sans pitié de Eliane Jolmes, je sais pas, publié aux éditions de L'Alchimiste, et j'ai passé un excellent moment avec ce roman. C'est le premier tome d'une trilogie et j'ai demandé le deuxième tome à la maison d'édition qui me l'a gentiment envoyé, donc vous le verrez dans le book haul du mois d'août et je l'ai déjà prévu normalement dans ma palle de septembre. Ici on se situe dans les Caraïbes, on est en 1683 et on va suivre principalement 3 personnages. Donc une jeune demoiselle qui est alors fille de bourgeois, on va dire. Son père, donc sa mère est décédée. Son père est un scientifique qui se passionne pour certains artefacts Inca ou Maya, dans ce genre-là. Et elle, du coup, elle vit avec lui sur une des îles. Elle est venue avec lui et donc voilà, elle est plutôt bien née, on va dire. On va suivre ensuite une jeune femme qui est flibustière, donc qui dirige un bateau j'allais dire de pirates, non, c'est pas vraiment des pirates, mais enfin bon, les gens qu'elle gère, ils sont pas non plus tout blanc, mais voilà, ce sont des flibustiers, donc ce sont des personnes, des bateaux, des équipages qu'on loue pour réaliser certaines missions. Et on va suivre en dernier personnage un homme de couleur qui, au début de l'histoire, va s'échapper de son maître, c'est un esclave. Et il va partir à la chasse pour essayer de retrouver sa femme et son petit garçon. Et la particularité qu'a cet ancien esclave, c'est qu'il maîtrise une espèce de magie entre la sorcellerie et le vaudou, sachant qu'une partie de sa famille maîtrise également le vaudou. Donc voilà, on est sur globalement ces 3 personnages-là. Vous vous doutez bien que d'une manière ou d'une autre, leurs 3 destinées vont être amenées à s'entrecroiser. Et vont être liés, on va dire, à un artefact un peu particulier. Voilà. Ici, on est sur un roman de fantasy qui m'a un peu fait penser à la Jean-Laurent del Socorro, dans le sens où on est sur un roman très historique, puisqu'on est 1683 dans les Caraïbes, et que l'autrice, elle nous fait à la fin, alors c'est à la fin du roman, mais moi je l'ai lu avant de démarrer le roman, histoire d'avoir les bonnes informations. Elle nous fait un petit récap historique de ce qui se passe à cette période, donc que ça soit le contexte européen, le contexte du Nouveau Monde, puisqu'on est du côté des États-Unis, et puis la partie des esclaves, le vaudou et la flibusterie. Voilà, elle nous fait un petit récap, et je l'ai lu avant le roman, et c'était plutôt bienvenu, parce que mes connaissances sur cette époque sont assez limitées. Donc ça m'a fait penser à Jean-Laurent del Socorro, je reviens à mon idée de départ, puisque on est sur un roman donc extrêmement historique, et on a des petites pointes comme ça de magie, de fantaisie qui arrivent ponctuellement dans l'histoire, des choses qui ne sont pas explicables. Donc on ne sait pas si c'est les gens qui imaginent, si c'est du vaudou, si c'est de la sorcellerie, je ne sais pas.
Vraiment là, à la fin de l'histoire, je suis pas certaine de ce que c'est. Et c'est en ça que ça m'a fait penser à Jean-Laurent del Socorro, c'est-à-dire un contexte, une histoire extrêmement historique, très très implantée en 1683, puisqu'il y a beaucoup de références au roi de France, à l'Espagne, au rapport avec les guerres les disputes que se faisaient ces deux États pour les possessions des Nouvelles-Amériques, on va dire. Mais ça reste quand même, donc on est extrêmement ancré comme ça dans l'histoire, mais on a quand même des petites touches de fantaisie qui arrivent. C'est en ça que j'ai pensé à Jean-Laurent del Socorro. Au niveau du style d'écriture, c'est pas du tout la même chose. Mais par rapport au contexte général, le type de roman, je pense que ceux qui lisent del Socorro devraient lire et apprécier ce titre, notamment par rapport à ça. Donc on suit, comme je disais, 3 personnages très très différents, 2 femmes, 1 homme. Alors c'est pas les seuls personnages qu'on va suivre, mais en tout cas ce sont les 3 principaux que l'on va retrouver à de nombreuses reprises. Ce roman est extrêmement documenté, il est très riche, notamment d'un point de vue historique. Comme je disais, le petit récap historique à la fin, il est bienvenu. On a aussi une carte de l'époque, ça c'est aussi, je m'y suis référée à plusieurs reprises, et on a également tout un glossaire sur tous les termes historiques ou de marine qui sont utilisés dans le roman, et ça aussi, ça m'a bien aidé parce que moi je suis pas du tout spécialiste des termes maritimes, et c'était plutôt pas mal, bien que si vous connaissez pas les termes, c'est pas non plus handicapant pour la lecture, mais c'est vrai que moi, quand je lis certaines choses, des fois, j'aime bien savoir quand même au moins de quoi il parle, parce que des fois, je suis un peu perdue. On sent quand même que l'autrice, elle a fait beaucoup de recherches. Alors après, je ne sais pas, peut-être qu'elle est elle-même spécialiste de la mer et des bateaux. En tout cas, c'est assez... assez réaliste et crédible. C'est bien écrit. L'autrice, elle va aborder sans concession, sans masquer quoi que ce soit, l'esclavagisme, le racisme. On est en 1683, donc bien évidemment qu'il y a de l'esclavagisme, bien évidemment qu'il y a du racisme, mais elle le dénonce. Franchement, elle le dénonce. Il y a des personnages qui trouvent que c'est... bon, déjà, on a un de nos personnages qui est un ancien esclave et qui s'échappe. Et elle-même, en tant qu'autrice, on a d'autres personnages, en fait, hein, qui dénoncent les propos racistes, qui disent que l'esclavagisme, entre guillemets, c'est pas bien. Voilà, je mets des guillemets parce que c'est pas bien, c'est un peu léger. Mais vous comprenez l'idée. On a des personnages qui s'opposent à ça, qui s'expriment, etc. Donc, c'est plutôt bien. L'autrice le dénonce clairement. Donc, tout ça, c'est plutôt bien, c'est plutôt cool. Tout ça, ça fait un bon premier roman, mais un roman que je trouve quand même introductif. Je pense que l'histoire, l'action, peut-être davantage... Alors, pas qu'il se passe rien ici, c'est pas vrai, mais j'ai vraiment eu la sensation que l'autrice, elle avait pris le temps de nous développer le point de départ de nos 3 personnages principaux, mais aussi d'autres personnages, en nous racontant des événements qui se sont passés précédemment, en nous expliquant certaines choses. Elle a vraiment pris son temps. Juste, je pense peut-être que ce titre est pour moi, je pense, un tome plus introductif, mais je regrette juste que ce roman, en tout cas pour moi, il n'était pas assez dans l'émotion. Je trouve qu'il est resté quand même très technique sur... qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on le fait, comment on le fait, mais je trouve que ça manque d'émotion. Voilà. Je retournais dans ma lecture toujours avec beaucoup de plaisir, hein, j'ai pas de souci par rapport à ça, parce que j'ai demandé le tome 2, sinon je ne l'aurais pas demandé. Désolée pour le bruit que vous entendez peut-être, qui est mon lave-vaisselle qui vient de se terminer et que j'avais complètement oublié que j'avais lancé. Bref, c'est la vraie vie. Donc oui, je disais, un bon premier tome de saga, peut-être un peu trop introductif. Non, pas un peu trop introductif, un tome introductif. Juste, je regrette un peu le manque d'émotion et de sentiments, de sensations, d'enthousiasme, d'énergie que j'ai eu à sa lecture. C'était très agréable. Je suis curieuse de découvrir le tome 2. J'espère que ça sera peut-être plus... plus d'émotion, simplement plus d'émotion, parce que sinon le contexte, il est riche, les personnages sont intéressants, je suis curieuse, j'ai envie de savoir où on va, et aussi avec ce fameux artefact, il y a encore des questions qui se posent, notamment avec le passé de la flibustière, enfin bref, voilà, il y a des questions qui se posent, et j'ai envie de savoir la suite, donc je lirai la suite avec grand plaisir, et voilà, et je pense que c'est un roman que vous pouvez tout à fait découvrir, qui est plutôt très réussi, voilà. Toute autre chose, ensuite j'ai lu Facinera de Orezza Dantes, c'est publié aux éditions Octokill. C'est une novella, un tout petit titre. Je vais faire un résumé super court. Au début de l'histoire, on a une jeune femme qui s'appelle
Alice. Alice, elle est journaliste et au début de l'histoire, elle va rencontrer une vieille dame qui habite comme ça au milieu de la forêt, un petit peu toute seule. Elle est spécialiste des légendes de Haute-Loire, donc la journaliste, elle est là pour prendre des informations et réaliser un article sur toutes les légendes, ou peut-être une série d'articles d'ailleurs, sur toutes les légendes qui sont en Haute-Loire. Elle part le soir assez tard et sur sa route, elle va rencontrer quelqu'un ou quelque chose. C'était une très bonne lecture, le style est super agréable et l'autrice, elle arrive à nous plonger de plus en plus loin, de plus en plus dans le sombre, dans les choses dures. Et puis également, on est à la réalité, à la frontière, pardon, entre la réalité, la fiction, l'imaginaire. On ne sait plus ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, est-ce qu'elle est folle, est-ce qu'elle n'est pas folle, est-ce qu'elle imagine ou pas. Vraiment, je trouve ça vraiment très réussi. L'autrice, elle évoque également quelques sujets un peu difficiles, un peu durs. Attention, je pense qu'il y a des choses qui peuvent heurter certains lecteurs. Faites attention à vous. Mais moi, j'ai beaucoup aimé ce titre. Je trouve que il est parfait pour Halloween. Il est court. Vous allez plonger comme ça. Alors moi, je l'ai lu en journée, mais je pense que si vous le lisez le soir, dans le noir, le 31 octobre... c'est parfait à lire d'une traite, plutôt à Halloween. Vous allez plonger comme ça de plus en plus dans l'horreur, dans le sombre, dans l'inquiétant, dans l'angoissant. C'était vraiment pas mal. J'ai beaucoup aimé parce que moi je connais pas du tout la Haute-Loire et les légendes de la Haute-Loire. C'était plutôt cool, même si voilà. Et puis j'ai beaucoup aimé également puisqu'à la fin l'autrice nous propose une note d'intention qu'elle a rédigée elle-même, une note d'intention que j'ai trouvée pleine de bienveillance, de douceur et d'écoute, et je pense que dans notre monde actuel ce type de comportement devrait être la norme, la bienveillance. Surtout la bienveillance. Voilà. Bon, bref, vous avez compris, une novella excellente à lire pour Halloween. Voilà, super ambiance. Et j'ai un autre roman de l'autrice dans ma palle. Alors, cette fois-ci, c'est pas une novella, hein. C'est un roman sur la comtesse Bathory. Et je suis vraiment... alors, on va pas dire pressée parce que je vais pas le lire maintenant, mais curieuse de découvrir l'autrice dans un roman. C'était très cool. Et franchement, Fakinera, je vous le recommande. Ensuite, j'ai lu... Carnet Noir, le tome 2 de la trilogie Monsieur Mercedes de Stephen King. Je l'ai lu en lecture commune avec Dorian. Donc ici, on va suivre l'histoire démarre par un écrivain qui s'appelle John Rothstein et il a connu la gloire grâce à une série de romans qui met en scène un jeune homme. Sauf que cet homme, au bout de plusieurs... Il a écrit plusieurs romans et puis après, il a arrêté d'écrire. Au moment où nous, on fait sa rencontre, il est à la retraite, il vit tout seul, un peu isolé dans une maison abandonnée de tous, on va dire. Et on a 3 cambrioleurs qui vont rentrer chez lui. Et il va se passer un drame et ils vont lui voler de l'argent, mais également des carnet noir type Moleskine dans lequel il a écrit la suite des aventures de son fameux personnage. Ce drame et cet événement, c'est le point de départ de ce roman Carnet Noir dans lequel Stephen King va mettre un temps fou à démarrer. Je vais pas vous mentir que quand on a commencé à le lire, alors King, on sait, hein, parfois ça peut être long, il peut parfois prendre des détours un peu compliqués pour arriver à certaines choses, mais on avait au démarrage une double temporalité où on va suivre donc un personnage qui a participé au cambriolage et un jeune garçon. Et on va les suivre en alternance tout au fur et à mesure des années, un chapitre l'un, un chapitre l'autre. Et c'était à la fois long parce qu'on se demandait où étaient nos personnages du tome 1 et en même temps, on avait envie de savoir et on avait envie de se dire mais quel est le lien avec tout ça? Parce qu'on se doute bien que si King il passe 200 pages à nous parler du premier personnage qui a participé au cambriolage et de cet enfant qui ensuite va devenir adolescent, il y a bien un lien, il va bien y avoir quelque chose. Qu'est-ce qui va les rapprocher en fait? Et suite à ça, qu'est-ce qui va rapprocher tout ça à nos personnages du tome 1? C'était ultra addictif. Ouais, ultra addictif. C'est-à-dire que passer
pendant les 200 premières pages, c'est à peu près ça, hein, je me disais, mais comment tout ça, ça va se raccrocher en fait. Et voilà, c'est King, donc c'est super bien fait, c'est ultra addictif, on a envie de savoir, on s'attache. Là, pour le coup, on ressent de l'émotion, de l'énergie, de l'inquiétude, du stress, de la peur. Enfin là, le panel d'émotions, il est là. Et puis, je trouve que dans ce roman, on sent énormément l'amour de l'auteur pour la littérature, mais pour la lecture en fait, pas forcément pour l'objet livre, parce que finalement il remet les collectionneurs que nous sommes involontairement parfois à notre place. Finalement, ce qui est important, c'est pas l'emballage. C'est pas l'emballage finalement. Ce qui est important, c'est ce qu'il y a dedans, c'est ce qu'on va en garder, c'est ce qui va ressortir. Et dans ce roman, je trouve qu'on sent vraiment énormément l'amour de King pour les histoires en fait, pour ce que l'on ressent, pour la puissance que la lecture peut parfois dégager, pour l'énergie qu'on peut parfois ressentir quand on lit un roman et qu'on est impliqué dans sa lecture, pour pour l'importance des histoires, mais finalement des histoires et pas de l'objet. Voilà. Et je trouvais ça à notre époque, enfin surtout par rapport au questionnement que moi je me suis posé courant juillet par rapport au livre. Et en fait, ce qui est important, c'est pas l'objet, c'est ce qu'il y a dedans. Et c'est ce qu'il y a dedans et c'est ce que je ressens quand je le lis. Et quelle que soit finalement la manière dont je le lis, si le livre il est défoncé ou pas, si c'est un beau livre relié ou pas, ce qui est important, ce qui est vraiment important, c'est ce qu'il y a dedans en fait. C'est ce que l'auteur me raconte. Et je trouve qu'on sent énormément l'amour de King pour les histoires. Vraiment, vraiment pour les histoires. Petit regret pour ma part, c'est que finalement, nos personnages du tome 1, on va bien évidemment finir par les retrouver ici, mais ils arrivent assez tard, ils sont presque finalement, je trouve, un peu spectateurs de l'histoire que l'auteur nous raconte. Ils sont un petit peu moins présents, ils ont également un petit peu moins d'influence que dans le tome 1. C'était une excellente lecture, vraiment, j'ai beaucoup aimé ce roman, mais un tout petit chouille déçu parce que malheureusement tout le monde m'a dit c'est le meilleur, il est exceptionnel, il est incroyable, donc voilà, forcément c'était bien, c'était très bien, mais un chouille déçu parce que là pour le coup j'ai pas, je pense, autant aimé que d'autres personnes, mais c'était une excellente lecture et j'ai passé un super moment. Ensuite, j'ai lu tout autre chose, un true crime avec mon magnifique accent, l'affaire du Golden State Killer, écrit par William Thorpe. C'est publié chez 10-18 dans leur fameuse collection avec Society de true crime, 2 fois et magnifique accent. Ici, on va être en 1900, non, on démarre en 74 et on va assez loin, je crois, on va jusqu'en 2018, c'est ça. C'est ça. Et ici, on va suivre un homme, alors, je suis embêtée, voilà. Hop là, on va suivre le parcours d'un serial killer qui va sévir, on va dire, dans plusieurs parties de la Californie. 13 meurtres, 50 agressions, 200 cambriolages, 42 ans de traque. Je dirais rien de plus par rapport au résumé parce que c'est un fait réel et si je vous en dis trop, ça déflore. Alors si vous connaissez l'histoire, ok, sinon ça déflore trop, je trouve, l'histoire. En plus, le roman est court. Dans ces titres de chez 18 Society, c'est une collection. C'est extrêmement instructif. Moi, j'ai appris plein de choses parce que je ne connaissais pas du tout cette histoire de ce type. C'est pas romancé, c'est factuel, c'est un style très journalistique. Vous n'avez pas d'émotion, vous n'allez pas ressentir d'empathie avec l'assassin. C'est pas du tout écrit de cette manière-là. Hein. C'est vraiment très factuel. Moi, j'aime assez bien. Franchement, j'ai passé un bon moment. C'est extrêmement addictif, ça se lit tout seul, vraiment, j'ai pas grand chose à dire de plus. Moi j'aime bien le côté très journalistique, très factuel, on raconte des choses et des faits atroces, mais on reste quand même à distance, notamment par la manière dont l'auteur nous raconte ça. C'est un peu comme si vous regardiez un documentaire finalement, moi j'aime bien, c'est instructif, mais à la fois, ça fait pas tomber dans l'oubli, mais à la fois c'est pas trop détaillé, voilà. Voilà, donc je dirais rien de plus sur ça parce que c'était une bonne lecture. Alors c'est toujours un peu gênant de dire que c'est des bonnes lectures pour ce type de faits assez atroces, mais j'ai passé un bon moment malgré tout. Et j'en ai un autre dans ma palle, je crois. Voilà, je vais regarder si j'en trouve d'autres peut-être en occasion. Mais je vais attendre d'avoir lu l'autre que j'ai dans ma palle. J'ai ensuite lu le tome 2 de Wayward Pines de Blake Crouch, publié chez Galmeister, collection Totem. Alors là, je vous ferai pas de résumé. Parce que c'est typiquement le genre de titre, le moindre chose que je pourrais vous dire, c'est spoilant quasiment. Donc,
juste sachez qu'au début du tome 1, on rencontre un jeune homme qui s'appelle, enfin un jeune homme pas du tout, un homme, Ethan Burke, c'est un agent du FBI. Il se réveille dans la ville de Wayward Pines, il ne sait pas pourquoi il est là, il se rappelle quasiment pas non plus de qui il est en dehors du nom de son nom à lui, qui est donc Ethan Burke. Point. On est donc dans le tome 2, il s'est passé énormément de choses, tellement de choses. J'ai préféré ce tome 2 au tome 1, c'était excellent. Vraiment, quand le tome 1 s'est terminé, je me demandais vraiment ce que l'auteur allait pouvoir nous proposer. Et là, on a un suspense, on a de la tension, on a des révélations, c'est ultra addictif, ça se lit tout seul, vous avez envie de savoir, plus vous avancez et plus vous avez encore envie de savoir où est-ce que l'auteur m'emmène. C'est une excellente lecture, vraiment, j'ai adoré ce tome 2. La fin, elle est dingue, je me pose encore 10 milliards de questions. Vraiment, c'est une super lecture, ça se lit super bien. Ça se dévore. Enfin, franchement, vous enchaînez les pages, vous ne voyez pas. Et franchement, j'ai adoré. J'attends le tome 3 avant de dire que c'est une saga coup de cœur. Mais franchement, c'était super. Et je rejoins l'avis général, hein, pour une fois. C'est pas toujours le cas. Lisez Wayward Pines, c'est absolument super. Et je vais terminer, je vais aller assez vite. Parce que ce point lecture est super long. Je m'en doutais parce que j'ai beaucoup lu en juillet. J'ai lu Pandémia de Franck Tillier aux éditions Pocket en lecture commune avec Dorian. J'ai dû faire 30% en audio, le reste en papier. On retrouve Charcot et Nebel après les événements du tome précédent que j'ai oublié, c'était quoi? Bravo, vraiment bravo. Atomka? Angor, non c'était Angor avant. Angor. Je confonds tous les tomes, c'est terrible. C'était super, c'était ultra addictif, le suspense il est bien mené, c'était à la fois juste petit bémol sur la fin qui je trouve va un peu vite, alors qu'en fait on a toute une chronologie de suspense qui monte comme ça pendant les 2/3 du roman, et la fin pour le coup elle arrive un peu vite, c'est un peu rapide, c'est peut-être même un peu facile, j'aurais tendance à dire. Franck Tillier, il est absolument sans pitié avec ses personnages. Tout est possible, mais en fait c'est ce qui rend aussi la lecture agréable, on va dire, c'est que on ne sait pas à quoi s'attendre avec cet auteur. Je pense qu'il peut tout faire avec ses personnages, le pire comme le meilleur, mais s'il pouvait faire le meilleur de temps en temps, ça serait bien, parce que là quand même mon petit cœur il a pris cher. Petit bémol, Lucie, on la voit un petit peu moins dans ce tome-ci, je trouve qu'elle est plus en mode maman. C'est un petit peu dommage, mais c'est vrai qu'à contrario, il fait un focus sur d'autres personnages, des personnages secondaires. Voilà, ça contrebalance un peu, c'est plutôt cool. Il est impossible de lire ce roman sans penser au Covid. Le transfert, il est évident. Franck Tillier raconte des trucs, et vous, quand vous avez vécu le Covid, vous vous dites, mais c'est exactement ça, la pénurie de masques, comment ça s'amplifie, comment les gens, la population réagit. Enfin, c'était super intéressant, flippant, et ça faisait revivre une période qu'on n'a pas forcément envie de revivre. Donc c'était très étrange de lire ce titre aussi par rapport à ça. Le côté scientifique, forcément, avec une pandémie, il est présent, et c'est toujours extrêmement intéressant parce que Franck Tillier nous explique vraiment les choses. Vraiment, c'était une excellente lecture. Lisez Charcot et Nebel, lisez Franck Tillier. J'ai adoré Pandémia. Et bien évidemment, je vais poursuivre avec... C'est pas Charcot d'ailleurs, celui d'après. Je ne sais plus, mais on va poursuivre avec Dorian, bien évidemment, parce que c'était absolument super. Et je clôture cet énorme point lecture avec donc cette excellente lecture. J'ai eu un très joli mois de juillet, je suis très contente de ça. Merci beaucoup de m'avoir suivi jusqu'ici. N'hésitez pas à m'indiquer en commentaire si vous avez lu certains des romans dont j'ai parlé aujourd'hui. Si vous êtes du même avis que moi ou pas du tout, n'hésitez pas à en échanger en commentaire en faisant attention aux spoils, notamment pour Wayward Pines. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite une très agréable journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!